Ça a commencé. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode, ce nouveau rendez-vous Twitch de l'émission Vers l'infini et l'au-delà. Nous vous proposons ce soir une émission sur la condition animale. Alors on va parler de nature, de culture, des vivants, de tous les vivants, de toutes les personnes vivantes. Et cette émission sera un petit peu particulière parce qu'en fait elle va s'organiser en deux parties. Dans la première partie, j'ai l'immense honneur, mais alors vraiment l'immense honneur, de recevoir Dominique Bourg, qui est philosophe, tout le monde le connaît, qui a écrit un livre magistral qui s'appelle Primauté du vivant, qui refait un petit peu une histoire de notre rapport aux animaux et aux vivants d'une manière générale. Donc je tourne la tête parce qu'en fait moi je le vois là, mais vous le voyez sur votre écran. Et le non moins immense honneur d'accueillir Brigitte Gauthier, qui est cofondatrice de cette association que tous et toutes vous connaissez, qui s'appelle L214, qui fait un travail d'utilité publique incroyable en nous montrant les dessous de la consommation de viande et de l'élevage industriel. Comme vous le voyez, elle a ramené quantité de livres, donc on va parler de tous ces livres-là dans cette émission. Et puis dans la deuxième partie, mais elle est déjà en avance parce que c'est Tiffaine, et Tiffaine D, elle est toujours en avance sur son temps. La voici, donc Tiffaine D, nous serons rejointes par Willen Pilate, et qui nous rejoindra dans la seconde partie de l'émission pour parler antispécisme et écoféminisme, et donc les liens qu'il y a entre la consommation carnée et le système patriarcal. Je suis sûre que vous allez être tout à fait intéressés par cette nouvelle question que vous ne vous êtes sans doute jamais posée et qui pourtant est essentielle. Voilà, alors je vous propose qu'on commence par Dominique. Et sur... alors d'habitude on se tutoie, alors bon Dominique... Je peux tutoyer, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je me permets de te tutoyer. Non, vas-y, il n'y a aucun problème. Alors Dominique, est-ce que tu peux nous dire un peu comment aujourd'hui tu qualifierais notre rapport aux vivants, notre rapport aux animaux et la manière dont il a évolué au cours du temps, alors évidemment très rapidement. Très rapidement, oui. Je vais essayer d'être très rapide. Le rapport aux animaux et aux plantes, en fait, moderne, il est lié à l'avènement de la science physique à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Là, on fait un partage très clair. D'un côté, on a les êtres humains, et puis de l'autre, on a tout le reste. Et tout le reste, c'est purement mécanique. Ça n'a pas l'intériorité, ça n'a pas de sensibilité. C'est qu'un stock disponible aux activités humaines. Ça, c'est le partage moderne. Alors, les conséquences les plus extrêmes de ce partage, elles vont tarder à venir. Elles viendront en fait essentiellement au XXe siècle, et même surtout dans la seconde moitié du XXe siècle, avec la façon dont l'agriculture va s'organiser, et évidemment aussi avec l'élevage industriel, effectivement. Ça, c'est la description des choses. Maintenant, moi, ce sur quoi je vais attirer l'attention ce soir, c'est on peut faire une différence entre une cause et puis la manière dont on la défend. C'est-à-dire que la manière dont on défend aujourd'hui, par exemple, dans un cadre pathocentré, ce qu'on appelle le véganisme, la cause animale, moi, je ne la partage absolument pas, et pourtant, je partage le même combat. Ça, c'est peut-être une chose intéressante à voir. Et ça commence d'entrer, ce débat-là de Twitch. Alors, allez, vas-y, dis-nous. Oui, non, mais justement, je crois que c'est très important. Une chose sont les faits, les actions qu'on peut conduire. Une autre, c'est les raisons au nom desquelles on peut les conduire. Alors, j'ai parlé de partage tout à l'heure. Et effectivement, avec ce qu'on appelle le véganisme, qui est fondé sur une morale pathocentrée, c'est-à-dire qu'on va prendre comme critère à la fois des êtres moraux et des devoirs qu'on a avec eux, la sensibilité et le fait de ressentir la douleur et le plaisir. Donc ça, c'est la forme pathocentrée, et c'est souvent d'ailleurs en fait la philosophie qu'on va mobiliser pour les actions qui sont conduites par L214 par exemple. Mais on pourrait les conduire avec une autre philosophie. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait le véganisme, il reste moderne. Il fait toujours un partage. Il fait un partage très clair, il coupe la nature en deux. Alors évidemment, le cercle des êtres humains s'est élargi aux mammifères, à la plupart des mammifères, aux animaux sensibles, mais pour le reste, rien ne change. Alors pour moi, philosophiquement, c'est absolument pas acceptable. Moi, d'une certaine manière, je peux vous dire, je suis spéciste. Mais évidemment, ça ne va pas du tout avoir le même sens que quand vous fustigez le spécisme.
Par exemple, moi, je suis totalement partisan. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est intéressant. C'est la ville de Bâle qui est en train de faire ça, mais il semblerait que l'Espagne l'ait déjà fait aussi. C'est de reconnaître, par exemple, au grand singe, le statut de sujet de droit. Oui. Donc, un spéciste classique ne va pas faire ça. Et puis, tout à l'heure, vous avez annoncé justement une relation avec l'écoféminisme. Mon écoféminisme favorite, si j'ose dire, c'est Val Plumwood. Et Val Plumwood, c'est précisément quelqu'un qui était très critique à l'égard du véganisme, qui était pourtant végétarienne elle-même, qui partageait souvent son sommeil avec un wombat, c'est-à-dire un petit herbivore qui restait sauvage mais qui venait quand même dormir avec elle, et qui a précisément critiqué ce partage qui reste moderne entre d'un côté une partie de la nature qui sent, qui trouve de la douleur, et de l'autre partie, une partie de la nature qui reste mécanique. Donc voilà, alors en fait, ce que tu nous dis, le message que je veux passer. Ce que tu nous dis, pour qu'on comprenne bien, c'est qu'on peut considérer que humains et animaux, vivants d'une manière générale, sont pas tout à fait sur le même plan, et pour autant changer le rapport au vivant. C'est ça que tu dis en fait. Attention, si tu prends en termes d'égalité d'existence et de droit à l'existence, tu peux considérer que tous les êtres vivants sont dignes et ont un droit à l'existence, évidemment. En revanche, tu peux, à partir de là, faire des formes de différence. Simplement, justement, si tu veux, le véganisme, lui, fait une différence entre les êtres qui ressentent et les êtres qui ne ressentent pas. En plus, aujourd'hui, si tu veux, non seulement philosophiquement, c'est problématique, mais même scientifiquement, ça ne tient pas beaucoup. C'est-à-dire que ce qu'on a découvert, surtout, je dirais, les 20 dernières années, c'est que du côté des plantes, c'est plus complexe. Peut-être qu'il y a juste une importance quand même à définir ce que ça veut dire spéciste, antispéciste, parce qu'il y a des gens dans le chat qui ne comprennent pas ce que ça veut dire le mot spéciste. Donc peut-être que tu peux le définir rapidement. Ça veut dire quoi spéciste en fait? Spéciste, ça consistait, c'est ce à partir de quoi, si tu veux, le pathocentrisme va se construire de manière critique. Le spéciste, c'était le fait de dire, il y a l'espèce humaine qui est au-dessus, qui est seule digne, et en fait, elle possède la raison, elle a une espèce de dignité extraordinaire, et tout le reste n'est que moyen. Donc, en fait, l'idée aux fins humaines, c'est-à-dire, en fait, c'est une des ressources à exploiter. Donc l'idée, c'est que les humains ont des caractéristiques spécifiques dans le monde du vivant qui fait qu'ils sont en dehors du règne animal, en quelque sorte. Enfin, oui, alors, vraiment, en dehors du règne animal, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les fondements modernes. Là, alors, franchement, il y a un recouvrement entre la manière moderne dont on va construire les choses au XVIe et XVIIe siècle et puis un héritage théologique. En fait, les êtres humains sont du côté de Dieu, tout le reste... D'accord. Et du coup, comment tu comprends, comment t'expliques l'intensification de l'élevage, les conditions d'élevage, par exemple, aujourd'hui, si on prend ça comme exemple, le fait que les poules soient dans des cages de la taille d'une feuille A4, comme le dit Yannick Jadot régulièrement, ou que comment t'expliques les conditions dans lesquelles sont élevés aujourd'hui les animaux, et comment tu... dans le livre, tu expliques le fait que finalement, ça n'émeut personne aujourd'hui, quoi. Ça commence à émouvoir, justement. Je pense que là, ça en est reviendra. Et toutes les personnes qui nous suivent, évidemment. Ah oui, évidemment, et Dieu merci d'ailleurs. Non, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de très, très important. C'est la différence de sensibilité. Mais en fait, il ne faut pas séparer la partie élevage du reste de l'agriculture. Qu'est-ce qui se passe si tu optes pour l'univers des Lumières? Eh bien, ce que tu vas essayer de faire, c'est finalement de substituer à tout ce qui est naturel de l'artifice. Et par exemple, l'agriculture, ça commence par le fait qu'on va s'émanciper du cycle naturel de l'azote. L'azote, c'est, disons, ce qui limite le plus la croissance des plantes. Et donc, on va inventer un procédé, le procédé à Haber-Bosch. On va capter de manière synthétique l'azote de l'air, on va s'émanciper du cycle naturel de l'azote, et comme tu le sais, dans les limites planétaires, la première limite qui a été franchie, c'est celle de l'azote et celle du phosphate. Oui. Ensuite, on va faire pareil pour tout, si tu veux. On va s'émanciper des sols, on va s'émanciper du vivant, etc. Et dans ça, tu as la même chose pour l'élevage. L'élevage, c'est de la matière. Ces poussins qu'on écrase avec un rouleau compresseur, c'est la même chose. C'est de la pure matière, ça n'a pas de vie, ça n'a pas d'intériorité, ça n'existe pas. Donc, en fait, un élevage... On a coupé dans le vivant, si tu veux. Un élevage qui respecterait les cycles naturels, ce serait acceptable. C'est-à-dire un élevage qui serait inséré dans les besoins des animaux. Alors, oui, parce que tu auras beaucoup de différences, par exemple, peut-être, je veux dire, beaucoup de mal à faire une différence entre
une forme d'élevage respectueuse, et puis l'animal domestique. Tu vas me dire, l'animal domestique, on ne mange pas. Justement, on va en parler. Et effectivement, l'autre, on le mange. Okay. Mais le fait de manger, ça, j'y reviendrai, si tu veux. Ça, c'est la question de la prédation. Je te propose on va organiser le débat en 2 temps. C'est-à-dire, d'abord, on va s'intéresser sur les conditions de l'élevage, d'accord? Parce que, justement, Brigitte va sans doute nous éclairer beaucoup sur ce point de vue. Et juste après, on revient sur le fait de manger, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Donc, sur les conditions d'élevage en France, quelles sont les conditions d'élevage aujourd'hui, la réalité de ces conditions d'élevage? Alors, vous faites un travail tout à fait incroyable pour montrer les trucs vraiment au plus près de ce qui se passe dans les abattoirs mais aussi dans les élevages industriels. Et du coup, est-ce que, évidemment, quand je te pose cette question, je connais déjà la réponse, mais est-ce qu'un élevage industriel responsable, par exemple, serait possible? Respectueux, comme vient de le dire monsieur Dominique Bourg. Je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses que vous avez dit en allant sur le véganisme et tout ça. Nous, on ne se définit pas comme étant vegan ou quoi. C'est effectivement un mode de consommation de dire Mais ça, je te propose qu'on le fasse dans la deuxième partie. On peut le faire dans la deuxième partie. Mais ça a son importance, en fait, pour répondre sur ta question sur l'élevage responsable. Je ne suis plus du tout animatrice de cette émission. Donc, alors, très clairement, sur les conditions d'élevage des animaux, aujourd'hui, 8 animaux sur 10 qui sont abattus en France viennent d'élevages où ils n'ont même pas d'accès à l'extérieur. Et souvent, le corollaire de ça, c'est des animaux qu'on entasse, donc on va mutiler pour les faire cohabiter dans des conditions qui leur sont particulièrement hostiles, dans un univers de métal, de béton, de plastique, sans vraiment aucun accès à l'extérieur. Donc comme on peut l'imaginer, des grands hangars, ça va être le cas par exemple pour les poulets, qui grossissent aujourd'hui 4 fois plus vite qu'en 1950, pour produire toujours plus de chair. Voilà, ça c'est la zootechnie, justement, les sciences pour essayer de transformer alors, les êtres vivants, mais là pour le coup la zootechnie c'est vraiment centré sur les animaux pour qu'ils produisent plus de viande, plus de lait, plus d'œufs, et on a aussi des recherches sur les poissons. Voilà, enfin il y a vraiment une optimisation du vivant. Donc ça c'est 8 animaux sur 10. Donc déjà là dans le chat on entend big up, respect à L214. Oui, vous êtes quand même nombreux et nombreuses, j'imagine, à apprécier le travail qui est fait. Donc 8 animaux sur 10 qui sont tués aujourd'hui le sont sans jamais avoir vu la lumière du jour. Alors ils peuvent voir des fois à travers les fenêtres, parce que des fois, il y a des fenêtres, mais en tout cas ils n'ont jamais foulé le sol dans l'herbe par exemple, avec un accès à l'extérieur. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Hein, enfin, 8 sur 10 qui n'ont jamais foulé l'herbe, c'est énorme. C'est énorme, c'est 800 millions de poulets. Enfin, voilà, pour donner des chiffres aussi, on tue 3 millions d'animaux par jour. Dans la proportion du milliard qu'on tue chaque année, 800 millions, ce sont des poulets. Et pour 80% de ces poulets, c'est ces poulets à croissance rapide. D'où l'importance dans les mesures qui sont portées, de porter la fin de l'élevage intensif avec force. D'autant que, alors effectivement, avec L214, on est centré sur la sentience des animaux, c'est-à-dire leur capacité à ressentir des émotions, qui peuvent être positives ou négatives, à voir que ce qui leur arrive dans la vie, ça leur apporte du bonheur ou du malheur. Pour nous, c'est vraiment très important, chose qu'on ne retrouve pas forcément ou qu'on ne sait pas interpréter aujourd'hui sur les plantes. Mais quoi qu'il en soit, si vraiment on veut faire l'ensemble des êtres vivants, eh bien, on ne mange que des plantes parce que finalement, on va créer moins de malheur puisque pour produire un donc, animal... Vous parlez de souffrance et de bien-être, c'est-à-dire qu'il y a conditions... Nous, on parle de souffrance, de bien-être, de mort, de conditions de mise à mort et de choses comme ça. Et c'est là où intervient, est-ce qu'on peut élever avec respect des animaux? Donc, quelque part, est-ce qu'on peut cohabiter de façon respectueuse dans un rapport gagnant-gagnant avec les animaux? Oui, pourquoi pas. Mais à partir du moment où on leur prend leur vie, alors là, on n'est plus du tout dans le respect. Un abattoir respectueux des animaux, quelque part, ça n'existe pas. On est sur un oxymore total, puisqu'on est en train de nier même son individualité, ce qu'il a, lui, à vivre de son côté. Donc on est vraiment là-dessus. Et pour accentuer là-dessus, on parle effectivement de la sensibilité des animaux, de leur capacité à éprouver des émotions, mais il y a aussi des études scientifiques qui sont sorties, notamment une déclaration qui a été faite par d'éminents neuroscientifiques qui nous disent que notamment tous les mammifères, les vertébrés, ont tous les substrats
neurologique prêt pour la conscience. C'est-à-dire que, en vulgarisant, ces animaux sont conscients et donc ils sont conscients de ce qui leur arrive. Et si vous discutez avec quelques ouvriers d'abattoir, ils vous diront que justement, les animaux, ils savent quand ils arrivent à l'abattoir que ça va très mal se passer, déjà parce que même simplement en arrivant, le milieu leur est totalement inconnu, mais ils le disent, ils le ressentent. Et si nos images, elles sont si choquantes, y a d'une part, effectivement, de se rendre compte de ces conditions de vie ubuesques des animaux. Et en ce qui concerne les images d'abattoir, il y a déjà l'image de la mise à mort, où on est vraiment tous très mal à l'aise avec ça. Mais il y a aussi les regards, les attitudes des animaux qui nous montrent, en fait, des émotions où on peut s'y reconnaître. On s'y reconnaît moins bien avec les poissons, par exemple, et pas du tout avec les plantes. Et que si on découvre des choses supplémentaires avec les plantes, il faut quand même qu'on subsiste. Donc en fait, c'est au nom de la sensibilité des animaux, c'est au nom du fait qu'ils ressentent et qu'ils aient des émotions qui soient très proches de celles des humains, voire similaires à celles des humains, que vous motivez, quand je dis vous, c'est 2L214, vous motivez en fait les actions que vous menez. C'est-à-dire que ce sont des êtres sensibles, ce sont des êtres comme nous, donc c'est au nom de cet antispécisme, c'est-à-dire que nous sommes finalement dans le même règne animal et nous avons les mêmes réactions, et donc au nom de ça, on ne peut pas traiter les animaux ni dans des conditions d'élevage qui soient insupportables, ni dans des conditions d'abattage qui soient insupportables. Et du coup, on ne peut même pas les abattre du tout. Mais il y a aussi la question de l'appropriation de la vie d'autrui. On peut avoir des relations interpersonnelles, j'ai envie de dire, qui sont satisfaisantes pour les deux parties, mais il faut que tout le monde soit d'accord avec ce qui est en train de se passer. Or, aujourd'hui, on ne cherche même pas à comprendre ce que peuvent finalement vouloir les autres animaux. Alors, on le voit un petit peu justement avec les animaux avec lesquels on vit, les chats et les chiens. On sait pertinemment, quand on vit chez un chat, quand on vit avec un chien, on voit bien, ils savent nous exprimer quand ils ont faim, quand ils sont du mauvais côté de la porte. Il y a un certain nombre de choses qu'on arrive à décrypter. Pour les animaux d'élevage, quelque part, on les a mis tellement loin de nous qu'on ne cherche pas forcément à les comprendre. Et sur les grands singes, par exemple, là, pour le coup, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Là, on comprend mieux. Et effectivement, il y a des pays dans lesquels on est en train de discuter de ce statut accordé aux grands singes, mais qu'on devrait avoir avec les autres animaux. Et j'ai vu une interpellation sur L214, pas vegan. Juste, c'est la distinction entre être vegan et consommer vegan. Non, mais ça, on va y venir juste après. C'est vivre en essayant de faire le moins de mal possible autour de soi. Donc, Florence Burga a évoqué une idée philosophique très intéressante sur Inter ce mois-ci. Tue-t-on les animaux, donc tuons-nous les animaux pour les manger ou les mange-t-on pour les tuer? Passerelle vers un lien entre spécisme et sexisme. Ça, on en parle dans la deuxième partie à fond. Et oui, Hélène Pilette nous a rejointe, elle est juste derrière les caméras. Dominique Bourg, alors toi, quand tu as commencé, tu dis, en fait, la question, c'est pas tant la sensibilité animale que le fait que... tu as commencé, d'après ce que j'ai compris, en disant il ne faut pas pathologiser forcément le ressenti des animaux. C'est pas forcément le même. Non, Sandrine, c'est parce que j'ai dit, si tu veux, que la souffrance et le fait d'infliger la souffrance, c'est un des critères. Ça n'est pas le seul. D'accord, ok. C'est déjà très différent. D'accord. Deuxièmement, je voudrais juste simplement un petit peu compléter, parce que quand on va visiter un élevage laitier industriel, effectivement, c'était dit par Brigitte, les vaches restent à l'intérieur, mais il y a une raison très importante à ça et qui est affolante en fait. C'est-à-dire que ce sont des machines à produire du lait. Oui. Le lait est analysé avec un certain nombre de paramètres. Et si en fait tu laisses la vache aller dehors, ça te fiche tout ça en l'air. Parce qu'effectivement, tous les paramètres vont changer. Donc, on la considère. Oui, ça fait partie des conditions naturelles dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on rompt complètement le cycle naturel des vaches. Et bien sûr, si tu veux, le lait était très différent en fonction des saisons, etc. L'élevage d'aujourd'hui, c'est un élevage en ensilage. Donc, tu t'abstrais de la nature, tu t'abstrais évidemment de la sensibilité animale, etc. Tu as en face de toi une usine et tu dois contrôler tous les paramètres.
Et s'il discute avec ce type d'éleveur, il va rajouter par-dessus un supplément d'âme. Mais sa raison essentielle et sa manière de voir l'animal, c'est vraiment une usine à lait dont on contrôle un certain nombre de paramètres. Peut-être peut-on dire quand même que, oui, c'est ça, normalement, le lait n'arrive pas tout le temps, enfin, les vaches ne sont pas tout le temps laitières, c'est-à-dire qu'elles sont laitières uniquement quand elles ont un veau, pour pouvoir le nourrir. Donc, qu'est-ce qui se passe très concrètement? Peut-être qu'on peut prendre cet exemple-là et le développer un petit peu pour comprendre ce qui se passe. Donc, pour que des vaches soient laitières toute l'année et que le lait soit standardisé aussi, c'est-à-dire que le goût du lait soit standardisé toute l'année, non seulement elles ne mangent pas d'herbe et elles ne mangent pas, elles vont pas en extérieur, mais en plus, qu'est-ce qui se passe sur le veau, sur les hormones, sur le cycle de la vache? Peut-être Dominique et puis après Brigitte là-dessus. Oui, mais justement, si tu regardes un élevage traditionnel, si tu veux, on suivait le cycle. Effectivement, la vache avait un veau, etc. Mais on suivait ce cycle et on ne lui imposait pas. Aujourd'hui, c'est tant de kilos de lait par an, etc. Et effectivement, tout le système va être là pour. Ce qui est vraiment très important, c'est que tu as une négation du vivant sous tous ses aspects. Maintenant, si je reviens effectivement à ce qu'a dit Brigitte, ce qui est absolument juste, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la déclaration de Cambridge, la plupart des animaux dotés sans doute d'un cerveau d'une certaine importance ont tous une conscience. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par conscience? C'est pas forcément la même forme de conscience. Si tu regardes entre un grand singe et nous, la proximité, elle est énorme, y compris même par rapport à la question du bien et du mal, etc., par rapport à une espèce de substrat éthique que tu vas déjà peut-être trouver chez les grands singes. Et les cochons? Ça va être plus difficile chez le rat, si tu veux. Les cochons. Alors, les cochons sont très proches de nous, justement. Oui. Ils sont très, très proches de nous. Et donc, à la limite... Ce qui expliquerait d'ailleurs que certaines religions refusent d'en manger. Il y a plusieurs explications sur pourquoi le porc n'appartient pas à... Ça n'a jamais été évident pour l'humanité que de manger de la viande. Oui. Ça, c'est important. Vas-y, développe un peu cette idée, puis après... C'est toujours une justification culturelle particulière. Ça, on va y revenir. Et ça, c'est quelque chose d'important. Tu peux la développer, cette légitimation culturelle? Comment on a rendu naturel de manger de la viande? Ça va varier d'une culture à une autre. Si tu veux, par exemple, tu prends chez les Amérindiens, le fait de manger de la viande, c'est absolument évident. Simplement, tuer n'est jamais évident. Tu prélèves une vie. C'est dans un jeu de réciprocité. Tu peux y passer toi-même. Et pour un Amérindien, le fait de pouvoir être de la viande pour un jaguar, ça ne lui pose aucun problème. Il y a une forme de réciprocité. Et c'est par exemple l'expérience que Val Plumwood va vivre. Elle se balade sur un canoë dans le bush, elle est dans un parc, et puis son canoë est renversé par un crocodile. Le crocodile l'attrape, la plonge en la torsadant, elle va réussir à s'extirper de ça, et elle va ramper sur des centaines de mètres avec les jambes mordues, mais au moment où elle est en train d'être aspirée par le crocodile, eh bien, elle a ce qu'on appelle une espèce de décentrement radical, c'est-à-dire elle se voit comme de la viande, et elle se voit comme un animal. Un animal, il appartient à la chaîne trophique. Et donc, elle se voit comme ça, et ça va très loin. Elle veut dire, par exemple, il faut arrêter si tu veux, quand on s'enterre, de ne pas redonner son corps à la nature. Donc, voilà une écoféministe, à mon avis. Alors, Val Plumwood, si tu vois mes yeux, c'est vraiment, elle fait partie du panthéon des très grands penseurs. Wow. Elle est vraiment géniale. Et elle a vécu son truc. Elle le vit de A à Z. Ok. Là, dans le chat, il y avait une remarque qui dit je suis devenue végétarien après 6 mois de travail. Je suis devenue végétarien 6 mois après avoir travaillé dans un abattoir, mais l'industrie du lait est encore pire que les abattoirs. C'est ça qui était marqué, c'est remonté maintenant. Mais Brigitte, peut-être tu peux nous en parler en fait, c'est quoi les conditions pour que ces vaches, Dominique nous en a parlé un peu, mais que ces vaches donnent du lait non-stop? Qu'est-ce qu'on fait en fait? D'abord, on va les inséminer artificiellement. Les taureaux et les vaches souvent sont séparés, même dans des exploitations plus petites où les vaches ont quand même accès à l'extérieur. J'en avais visité une et ils nous expliquaient qu'effectivement, elles allaient brouter, elles allaient au pâturage, mais qu'en fait, ça, c'était l'apéro. Après, ils leur filaient
l'aliment vraiment hyper protéiné pour justement qu'elles aient une très forte production de lait. Donc on les insémine pour qu'elles puissent avoir un petit, donc effectivement pour provoquer ensuite la lactation. Le petit, suivant que c'est un mâle ou une femelle, le mâle dans la production de lait, il va servir à rien. Donc lui, il part directement dans le circuit de la boucherie. Soit tu es assez jeune, vous allez avoir des veaux laitiers, soit dans le circuit un petit peu plus grand, dans le circuit du bœuf, etc. Et de l'autre côté, vous avez les femelles, soit elles vont servir à renouveler le cheptel, comme on dit, donc elles vont remplacer au fur et à mesure, puisque les vaches... Mais est-ce qu'elles tètent leur mère ? Alors non, elles sont séparées, les veaux dans l'industrie du lait, nous, l'objectif, c'est de récupérer le lait. Donc, ils sont séparés dès la naissance. Et alors, le comble du comble, c'est qu'on les sépare juste après la naissance et on va quand même essayer de distinguer, de garder qui est la mère pour pouvoir prendre le premier lait, le colostrum, pour le redonner au seau ou à la louve, là, pour redonner au veau. Donc, ce qui est quand même assez... puisque dedans, il y a... Donc en fait, on reconnaît quand même que la mère et le veau ont un lien, mais ça s'arrête au premier lait, et puis après, on les sépare. Mais comme l'a dit Dominique, en fait, on est dans des objets qui ont une fonction à remplir. Les vaches sont des machines à produire du lait, donc elles vont produire du lait. La moyenne d'âge de réforme, alors on utilise toujours des termes un petit peu... édulcorés. Ouais. Donc c'est l'âge en fait où on les envoie à l'abattoir parce que elles sont pas suffisamment fertiles, parce que elles ont des infections à répétition, notamment des pies, parce que il y a trop de plaquettes, qui est un des critères de qualité du lait. Et donc elles partent à la réforme, et donc la moitié des steaks hachés finalement c'est ces vaches laitières donc qui ont dû produire du lait pendant toute leur vie et qui ensuite partent à l'abattoir. Donc voilà, ça c'est la production de lait. Qu'est-ce que j'ai oublié dans cette production de lait ? En France, il y a encore beaucoup d'élevages qui laissent accès à l'extérieur aux vaches. On n'a pas des statistiques très précises, et sur la même exploitation, vous pouvez avoir des animaux qui ont accès à l'extérieur et d'autres qui n'ont pas. Et les veaux, séparés tout de suite. On a vu, par exemple, l'Irlande, qui produit beaucoup de lait, en fait, ne consomme pas énormément, en tout cas pas autant que ce qui est produit, notamment des veaux. Et c'est là où, dans une de nos enquêtes, on a suivi, avec d'autres assos internationales, des veaux qui partent d'Irlande, qui sont transportés par bateau, qui arrivent à Cherbourg. Là, on a pu filmer notamment des actes de maltraitance sur ces animaux dans un point de repos, pour repartir ensuite vers la Hollande. C'est 50 heures de transport. Donc ça, le transport des animaux, c'est un des angles morts de la condition animale, c'est-à-dire que les animaux sont transportés dans des conditions qui sont extrêmes d'absence de confort. Moi, juste pour rebondir sur ce qui s'est dit là, c'est que j'ai lu un livre qui n'est pas sur la table, qui s'appelle Animal. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un livre avec des yeux, juste des yeux sur la couverture, et où dedans, il y a une chercheuse qui a cette phrase. En fait, c'est que des chercheurs et chercheuses sur toutes les pages. Et il y a une chercheuse qui dit un truc qui a complètement bouleversé mon rapport aux animaux, c'est qu'elle dit, mais en fait, tous les mammifères, par exemple, ont exactement le même cerveau. Alors, ça différencie, les tailles se modifient, mais en fait, globalement, c'est exactement le même cerveau, avec les mêmes parties du cerveau, etc. Donc, pourquoi et comment a-t-on pu imaginer qu'ils réagissent différemment de nous, simplement parce que le nôtre était plus gros? Mais en fait, cette phrase-là, moi, m'a bouleversée, parce que je me suis dit, mais c'est évident, en fait, si on a le même cerveau, probablement qu'on a exactement la même manière de réfléchir, en réalité, et la même manière de réagir. Dominique? Oui, le même, pas tout à fait non plus. Si tu veux, le néocortex, c'est non, c'est pas identique, mais c'est quand même les mêmes ressorts. Il y a une structuration, oui, il y a une structuration du cerveau. Mais il ne faut pas s'arrêter au cerveau. Je vais vous donner un exemple assez drôle, d'ailleurs. Si vous prenez des fourmis, comment elles repèrent, par exemple, le lieu où elles vont trouver la nourriture? Alors, il y a les phéromones, ça c'est une chose, mais on a aussi découvert qu'elles comptaient leurs pas. Et on a fait l'expérience suivante. Dans certains cas, ça pas du tout pour les fourmis, on leur a écourté les pattes. En fait, très vite, elles recalculent et elles retrouvent aussi bien. Ensuite, on leur a mis des jets de chasse. Pareil, elles recalculent, elles trouvent aussi bien. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, la question de la pensée est plus large que la question... Oui, mais j'avais vu même que des poussins savaient compter jusqu'à 5, que des cochons savaient... Une abeille, tu sais, on a tous appris ça en terminale, le fameux langage là, de von Fritsch. C'est un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'elles sont même capables de calculer un angle
par rapport au rayonnement solaire. Et évidemment, elles n'ont pas de néocortex, elles n'ont pas de cerveau au sens d'un mammifère. Et si tu regardes du côté des plantes, tu vas trouver aussi des choses assez extraordinaires. Alors aujourd'hui, on est tous d'accord sur le fait qu'il y a une forme de sentience des plantes, tout simplement parce qu'elles captent. Si tu prends par exemple n'importe quelle plante, elle a un apex au bout des racines et ça lui permet d'identifier le potassium, l'azote, les roches, l'eau, etc. Donc, et on sait aussi qu'il y a des réseaux de communication, si tu veux, entre les plantes. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que les plantes souffrent, hein, j'en sais rien, et aujourd'hui, il n'y a rien d'établi là-dessus. En revanche, la différence qu'on a faite, comme je vous ai dit tout à l'heure, la différence qu'on a faite entre, si tu veux, les animaux d'un côté, le règne animal et le règne végétal, qui est fondamental dans le pathocentrisme. Ben non, ça tient plus. On a affaire à une espèce de dégradé. Et donc, moi, la morale que j'ai, c'est ce qu'on appelle une morale écocentrée, qui dit tous les êtres naturels sont dignes, mais on a une forme de hiérarchie dans nos devoirs vis-à-vis d'eux. Et puis, si tu veux, ensuite, après, c'est très compliqué parce que à la fois, tu as les actes. L214, là, il fait son boulot depuis plus d'une décennie pour nous montrer ce qui se passe. Il y a les raisons et il y a notre sensibilité. Ça se recoupe, mais ce n'est pas exactement la même chose. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une sensibilité à la cause animale qui est extrêmement importante et qui est vraiment un des marqueurs du changement. Et ensuite, comment tu la penses, ça, c'est encore autre chose. Alors, supprimer l'élevage industriel totalement, nous dit, j'arrive pas à lire le nom, Imenem, quelque chose comme ça. Donc, supprimer l'élevage industriel totalement. C'est quoi votre position là-dessus, alors, Brigitte, Tiffaine et Dominique? Pour une première étape, c'est déjà une très bonne première étape. En tout cas, c'est quelque chose qu'on peut réaliser ici à l'échelle de quelques années, en réalité. C'est quoi d'ailleurs l'échelle de quelques années? Alors déjà, juste pour définir ce qu'on dit, parce que souvent il n'y a pas de définition d'élevage industriel. Justement, c'est quoi un élevage industriel en Anjou 77? Nous, ce qu'on définit comme élevage intensif, c'est ces élevages où les animaux n'ont aucun accès à l'extérieur. Voilà, donc ils ne vont pas dans l'herbe, etc. Ils n'ont pas accès à un pâturage, par exemple. Donc vraiment, on est centré là-dessus parce qu'il nous fallait une définition finalement assez simple que tout le monde comprenne. En finir avec ces élevages intensifs, donc je rappelle, c'est 8 animaux sur 10 abattus qui viennent de là, donc c'est pas une mince affaire. Ça veut dire qu'effectivement, ça va jouer sur notre modèle agricole, mais ça va aussi jouer énormément sur notre modèle alimentaire. On ne peut pas se dire qu'on traite moins mal les animaux si on ne réduit pas drastiquement notre consommation de produits d'origine animale. Là, on ne parle pas des poissons, mais gardez les poissons en tête aussi. Les poissons sont aussi des êtres doués de sensibilité et on vide les océans pas à la petite cuillère pour le coup. Donc voilà, et du coup, dans ce qu'on porte, notamment dans ce qu'on cherche à faire porter par des candidates et des candidats à la présidentielle, il y a cette réduction en 5 ans, déjà comme première étape, de 50% de la consommation de viande, lait, œufs et poissons. Ça nous semble tout à fait réaliste par rapport aux rapports qui sont sortis sur les questions, sur plein d'autres questions en fait. Ce qu'il y a de formidable avec ce levier sur les conditions d'élevage et sur notre alimentation, c'est que on actionne un levier et en fait on en actionne plein en même temps qui sont reliés. C'est-à-dire il y a la question d'éthique, il y a la question de l'environnement avec le climat, les émissions de gaz à effet de serre. S'il y a moins d'animaux, il y a moins de gaz à effet de serre, c'est mécanique, c'est tout simple. Il y a surfaces agricoles libérées. Des surfaces agricoles libérées, il y a moins d'algues vertes, il y a moins d'émissions d'ammoniac. Si on passe au sanitaire, on va diminuer forcément l'antibiorésistance. Les bactéries, elles s'entraînent dans les élevages où vous avez des animaux avec une variabilité génétique extrêmement faible et une très grande promiscuité. Il faut savoir que les animaux d'élevage industriel sont gavés d'antibiotiques. En tout cas, ils en consomment un paquet et effectivement, ça fait un terrain de jeu, d'apprentissage pour des microbes, notamment les bactéries. On a aussi des parasites comme les coccidies ou des choses comme ça, où on va être sur ce terrain-là. On peut parler aussi des zoonoses. 75% des maladies donc les zoonoses, c'est les épidémies, donc les pandémies, typiquement le Covid par exemple, qui viennent des animaux. Voilà. Typiquement le Covid, il y a aussi la question de la grippe espagnole, la grippe espagnole qui a décimé après la Première Guerre mondiale une bonne partie de l'Europe, c'est une grippe aviaire au départ.
dans ce qui a été trouvé. Donc, on a, et ça c'est par exemple Serge Morand du CNRS qui le dit, les élevages, notamment les élevages intensifs, mais pas que, sont des bombes sanitaires. Oui. Et puis il y a la question sociale, effectivement, par rapport aux personnes qui aujourd'hui survivent de l'exploitation animale, entre les éleveurs, les ramasseurs de volailles, les ouvriers d'abattoirs et tout un tas de professions comme ça, où c'est un boulot de Tchadoc en fait. Là, on l'a vu encore dernièrement, 270 millions qui sont injectés à la filière porcine, qui pourtant, alors là, pour le coup, on est sur de l'élevage, 95% des cochons sont élevés à l'intérieur sur du caillebotis, etc. Et ils ne s'en sortent pas financièrement. Donc, on est en plus sur un modèle économique qui ne fonctionne pas. Donc, modèle économique qui ne fonctionne pas, modèle sanitaire ultra dangereux, modèle d'exploitation des animaux qui ne tient pas compte de l'éthique et de la sensibilité animale. Là, on va faire un petit test dans le chat pour savoir si vous êtes végétarien, vegan ou flexitarien ou au contraire, rien de tout ça. Moi, il y a aussi un autre sujet, c'est est-ce que ça nuit à la santé que de ne pas consommer de viande? Ah non, alors là, les études sont assez précises là-dessus. Alors, moins en France, d'ailleurs, on peut se poser la question de pourquoi. En France, il y a une espèce de fabrique du doute autour de la question, est-ce que vraiment on peut arrêter de manger les animaux? Est-ce qu'on n'est pas en train de se mettre en super péril? On va avoir des carences, alors on entend tout, les protéines, le fer, tout un tas de trucs. Non, aujourd'hui, les positions, notamment de la plus grande association de diététiciens et nutritionnistes qui regroupe 100 000 professionnels de santé, qui est une association nord-américaine, dit qu'à tous les âges de la vie, quelles que soient nos activités sportives, on peut très bien consommer végétarien ou vegan du moment qu'on consomme équilibré. Mais quelque part, c'est pareil quand on mange de la viande, si on mange déséquilibré, on va avoir des problèmes de cholestérolémie, on va avoir une prévalence de certains types de cancers, et du diabète de type 2, par exemple. Donc, la question de notre santé, en réalité, on peut choisir, on est omnivore, et du coup, on a largement le choix, voilà. Donc, en fait, c'est un choix de manger de la viande ou de ne pas manger de la viande. Alors, sauf qu'on pourrait dire c'est un choix personnel, sauf que ce choix n'est pas tout à fait personnel. C'est un choix social. C'est un choix qui a des impacts qu'il faut connaître, les impacts évidemment sur les premiers concernés qui sont les animaux qu'on mange, mais aussi tous les autres impacts, le changement climatique, pour atteindre les objectifs climatiques, d'essayer de ne pas trop réchauffer la planète, qui va impacter l'ensemble des êtres vivants. Quand on consomme de la viande, on participe aux émissions de gaz à effet de serre dans une grande proportion. Et juste pour éviter l'élevage, quand ils sont dans l'herbe, c'est des puits de carbone et tout ça. Les dernières études qui sont sorties disent qu'aujourd'hui, il reste comme puits de carbone des prairies, les grandes prairies de Russie. C'est-à-dire que même le Massif central, et il était nommé, et je viens de là-bas, alors je le mentionne, le Massif central, aujourd'hui, est émetteur net. Donc les meilleurs capteurs de gaz à effet de serre, ce serait justement de récupérer des terres pour remettre sans doute des forêts, pour remettre des zones humides qui sont bien plus captatrices de carbone que les prairies. Juste dans les petits gestes, parce qu'on parle beaucoup de l'écologie des petits gestes, dans les petits gestes personnels que vous pouvez faire, ne plus manger de viande, ça fait partie des gestes les plus efficaces en fait, sur les émissions de carbone. Peut-être un tout petit mot à Tiffaine qui n'a pas parlé, la pauvre, mais qui va parler beaucoup dans la seconde partie. Et après, Dominique, je reviens vers toi. Tiffaine, là-dessus, sortie de l'élevage industriel, on est d'accord tout de suite, là, maintenant? Oui, alors... ça tombe bien, on le porte. Je suis d'accord avec absolument tout ce que vient de dire brillamment Brigitte. C'est toujours passionnant de t'écouter. Et je rajouterais simplement que c'est une première étape. Moi, évidemment, étant écoféministe et végane, antispéciste radicale, moi je dis non, il faudrait arrêter de tuer des gens en fait, tout simplement. Je veux dire, à partir du moment où on le fait juste, parce que là on vient d'énumérer quand même toutes les bonnes raisons qu'il y a de ne pas manger des gens. Bon. Et quand tu parles des gens, tu parles des personnes animales. Oui, des personnes animales, des gens. Des animaux. Voilà. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que la seule raison qui reste, c'est un pseudo-plaisir des papilles. Alors certes, qui peut exister, et puis aussi des habitudes, un truc culturel de l'enfant, je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que ça représente par rapport à la volonté de vivre et de ne pas souffrir d'une personne? Je veux dire, c'est absurde. Moi, si on me disait, par exemple,
Brigitte ou Sandrine, vraiment, c'est ce que tu peux manger de plus. Waouh, mais c'est l'orgasme culinaire. Je ne les mange pas quand même. Merci. Non, juste pour rebondir, enfin vraiment, moi je me place dans le cadre, là on est sur Jadot 2022 et des mesures qu'on peut porter politiquement aujourd'hui. Et bien entendu, l'objectif de L214, c'est vraiment de dire on ne considère plus les animaux comme des ressources, mais comme des cohabitants de notre planète. On peut trouver des moyens de vivre ensemble, en bonne intelligence, dans des rapports gagnant-gagnant. Je vois qu'il y en a qui disent « Ah, les prairies, comment on va faire ?» et tout ça. Bah, finalement, des animaux qui broutent, il n'y a absolument aucun problème avec ça, quelque part. On peut vivre, et d'ailleurs, on a massacré tous les grands herbivores qui existaient dans nos contrées, hein. Alors, voilà, inventons justement, réinventons, ça c'est Sue Donaldson, Will Kymlicka dans le livre Zoopolis, qui en parle très bien, qui parle d'une structure différente de notre société pour justement prendre en compte aussi les autres animaux. Une structure différente de notre société, ça entame la seconde partie sur le patriarcat. Oui, Dominique, je te donne la parole juste tout de suite. Avant, je dis quand même que dans le test qu'on a fait là chez les personnes qui écoutent ce Twitch, il y a 35% de flexitariens et de flexitariennes, 26,67% de véganes, 20% de végétariens et végétariennes et 18% d'omnivores. Voilà, donc quand même, il y a un auditoire qui est... Juste pour rectifier, nous aussi on est omnivores. Quand on consomme vegan, quand on mange vegan, on mange de tout, juste sans manger personne. Voilà. Mais, donc le mot c'est pas omnivore, c'est carniste. Carniste. Alors justement, Dominique. Alors moi je voudrais ajouter deux choses. Je vais essayer d'être assez rapide. Dans la définition qu'a donnée Brigitte tout à l'heure, effectivement, le fait que les animaux aillent dehors, c'est un critère fondamental. Mais je dirais aussi la taille de l'élevage. Quand un élevage est petit, tu as des relations interpersonnelles. Quand un élevage est grand, quand il devient industriel, c'est fini. C'est-à-dire, effectivement, le projet de zootechnie, il se parachève. Ça, c'est la première chose. Maintenant, imaginons que tout le monde devienne, si tu veux, effectivement considère comme Tiphaine et qu'il n'y ait plus d'élevage. Moi, j'ai peur que ce soit ce qu'on appelle une ruse de la raison. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que, en fait, déjà, première chose, la biomasse aujourd'hui des vertébrés, les 2/3, ce sont les animaux domestiques. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vertébrés sauvages. On les a tous flingués. Donc, imaginons effectivement qu'on mette fin à l'élevage. Des vertébrés, à part les êtres humains, ça va devenir difficile. On va devoir se regarder les uns les autres. Ensuite, effectivement, au bout d'un temps, on va trouver très problématique d'avoir des animaux de compagnie. C'est quand même des animaux un peu collabos, hein. On les exploite pour l'affect, mais d'une certaine manière, on les exploite un peu aussi. On les a amenés à vivre dans des conditions qui ne sont pas les conditions initiales, etc. On les a arrachés à la vie sauvage. Donc, au bout d'un certain temps, le même raisonnement, si tu veux, va aboutir à ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un temps, en fait, tu auras les êtres humains presque seuls. Enfin, il restera quelques insectes, mais comme tu le sais, il y en a de moins en moins. Tu auras les êtres humains seuls et tu auras un univers totalement artificialisé parce que si tu veux faire de la permaculture et si tu n'as pas de fumure, ça devient assez difficile. La fumure, c'est les animaux vivants qui la font, donc on peut très bien avoir de la fumure en vivant en bonne intelligence avec les autres animaux. Une forme d'agriculture traditionnelle, et là, la permaculture reprend, l'agroécologie aussi, tu peux avoir une forme de fumure différente, tu peux avoir une forme de fumure, par exemple, avec des résidus de champignonnaires, etc., mais ça ne te sera pas suffisant pour, si tu veux, la production végétale, d'autant que là, on va se nourrir, on se nourrirait de ce cas-là à partir des végétaux. En plus, il y a, par rapport à nos écosystèmes, il y a une coévolution depuis le néolithique. Et donc, là aussi, c'est un aspect important. Pour moi, si tu veux aller jusqu'au bout, et je comprends les motivations de Tiphaine, je les entends, mais aller jusqu'au bout, ça s'appelle une ruse de la raison. Moi, je pense que ce que vous venez de faire, ça s'appelle une dissonance cognitive. Alors, je propose qu'on en parle dans la deuxième partie de ça. Je suis maîtresse de cette émission jusqu'au bout. Donc, moi, ce que je retiens là, parce qu'il va falloir qu'on passe à la seconde partie de l'émission, c'est justement manger de la viande, le patriarcat, tout ça, qui mange de la viande, comment et pourquoi, et quels sont les ressorts philosophiques et éthiques de cette affaire. Je voudrais vous remercier vraiment très chaleureusement de la participation à cette première partie, Dominique et Brigitte. Vous dire quand même qu'on s'engage, nous, dans la sortie de l'élevage industriel le plus rapidement possible, dans un ministère de la
condition animale, de sorte que quand même ce soit un sujet politique, parce qu'aujourd'hui ça n'est pas un sujet politique, c'est un sujet uniquement dans l'agriculture et dans l'élevage, ce qui n'est pas la même chose. Et puis que l'on s'engage aussi à diminuer la part carnée de l'alimentation, notamment dans tout ce qui est alimentation collective, donc toutes les cantines, la restauration collective, etc. Et on a vu que ça n'est pas si simple, parce que juste un repas végétarien à Lyon, et vous avez vu un peu la révolution que ça générait, alors que finalement tout le monde est quand même très content de ce repas végétarien une fois par semaine. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Je vous propose qu'on enchaîne sur la seconde partie de l'émission. Peut-être un dernier mot, si vous avez juste un mot en conclusion. Dominique. Non, si tu veux, bon, il faudrait pouvoir développer. N'oubliez pas que l'écoféminisme, ça se décline au pluriel. Et donc, voilà, moi, j'ai pas le temps, je participe pas à la table ronde suivante, mais n'oubliez pas que, si tu veux, sur un plan philosophique, là, on n'est quand même pas au bout des choses. Si tu veux, on a affirmé un certain nombre de choses. C'était pas facile dans une émission. Et c'est pour ça que tu écris des livres, Dominique, et qu'il faut absolument les lire. La primauté du vivant. Oui, par exemple, mais peu importe. Moi, je vous invite plutôt à lire Valpemouth. Ça, c'est très important. Lisez L'œil du crocodile et vous verrez, c'est une critique écoféministe par une végétarienne de la morale pathocentrée. Bonne lecture. Mais non, mais tu peux rester avec nous. Hein. Non, mais là, comme j'ai été prévenu que donc non, j'ai quelque chose d'autre. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup, Dominique. Et bravo. ce qui est très intéressant, c'est vraiment cette mise à mort et cette consommation de la viande qui est un construit social et qui n'est pas du tout quelque chose de naturel en fait chez les humains, les sociétés. Et tout le monde construit des espèces de justifications de cette affaire pour se donner bonne conscience. Brigitte, un dernier mot et puis après... Un dernier mot, oui, juste soyons ambitieux sur cette question-là. Il y a urgence, 3 millions d'animaux qui sont tués chaque jour dans les abattoirs et ça ne compte pas les poissons. Donc vraiment, on est on mange que dans les abattoirs beaucoup, français. On n'est pas sur les abattoirs mondiaux. 3 millions, c'est juste pour la France. 3 millions chaque jour. Voilà, et ça, c'est 99% des animaux exploités, mais on pourrait aussi parler de l'expérimentation sur les animaux, des cirques, de la corrida. Enfin, il y a beaucoup de sujets. Il faut que ce soit traité de façon très sérieuse et portée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que les débats à la télévision autour de la question des présidentielles, on ne rentre pas dans le vif du sujet, alors qu'on a un sujet effectivement de cohabitation avec les animaux, et comme je l'ai dit, on a un levier formidable pour agir sur plein de sujets. On essaye, mais les sujets d'écologie d'une manière générale, tu as remarqué que... Justement, c'est pour ça qu'il faut les porter. Et il faut les porter très fort, et la question de la condition animale est aussi une priorité de la campagne. Peut-être juste montrer quelques livres. La vie émotionnelle des animaux de la ferme. Sachez que... Ah oui, avec les cerveaux de la ferme aussi. Sachez qu'au Moyen-Âge, sachez qu'au Moyen-Âge, les animaux des fermes étaient des sujets de droit, pas juste des objets. La face cachée de nos assiettes, révolution végane, le guide vegan L214, mon junior animal. Mon journal animal. Mon journal animal. Voilà, donc là, c'est pour faire aimer les animaux de manière différente aux enfants. C'est ça. C'est pour leur garder la curiosité. C'est un journal qu'on édite 3 fois par an, qui s'adresse aux 10-14 ans et qui effectivement aide à vulgariser tout ce qu'on connaît en éthologie, en sciences cognitives et à montrer les initiatives justement des jeunes par rapport à la question animale. L'INRA au secours du foie gras. Bon, ça a été un petit sujet. C'est sur les biais de la recherche, de l'expertise publique qui est sous contrôle des filières. Ok, comment sauver les animaux, l'économie de la condition animale, quand la fin ne justifie plus les moyens. Et le dernier, les cerveaux de la ferme. Et bien quand vous aurez lu tout ça, vous serez incollable sur la condition animale. Il en manque plein. Oui, je conseille vachement les BD de Rosa B, Insolente Veggie. Alors ça, pour commencer, pour comprendre, et puis aussi pour arrêter, en tant que carniste, de faire des réflexions super pourries, c'est génial. Et on sort justement avec Rosa B, demain, un livre écrit par Dominique Hofbauer, qui est qui travaille pour L214, éducation pour L214 dans la branche éducation. Et donc, les droits des animaux en question, ça sort demain.
Et merci, et soutenez L214, et merci, et achetez le livre de Dominique Bourg, parce que vraiment, vous sortirez plus instruit et instruite, plus intelligent et intelligente, et forcément, ça vous fera réfléchir, et c'est quand même un peu un des objectifs dans la vie que de réfléchir et d'avancer comme ça. Merci beaucoup Brigitte, merci beaucoup Dominique. Au revoir, merci. Et on passe à la deuxième partie de cette émission sur écoféminisme, antispécisme, et on accueille Wilène Pilatte. Bienvenue. Bonjour, rebonjour pour toutes les personnes qui nous ont suivis en première partie et bonjour à toutes celles qui nous rejoignent en deuxième partie. Nous avons l'immense bonheur d'accueillir sur ce plateau Tiffany Day qui était déjà là en première partie et Wilène Pilatte. Alors Tiffany Day, pardon, je ne l'ai pas présentée, mais actrice, metteuse en scène, autrice, féministe, radicale, voilà, antispéciste évidemment, militante antispéciste. Et Wilène Pilatte, également militante antispéciste. Peut-être tu peux compléter ta présentation si tu veux dire d'autres mots. Vas-y, je te laisse la parole. Voilà, militante antispéciste et féministe. Ça fait pas mal d'années que je fais le lien entre ces deux luttes. Et à chaque fois, c'est brillant, vous allez voir, vous allez être impressionnés. Alors, justement, quel lien on fait entre l'antispécisme et le féminisme? Tu veux commencer? Ok. Donc, en fait, le lien qu'on fait d'emblée, c'est le lien de la violence, en fait. C'est la violence qu'on exerce sur le corps des femmes, qui a le même mécanisme que la violence qu'on exerce sur le corps des animaux. Et si on parle d'écoféminisme, on peut aussi voir la violence qu'on exerce sur les écosystèmes, sur voilà, le vivant, de manière plus générale. Après, moi, je suis antispéciste. Ça veut dire que, contrairement à Dominique Bourg, j'estime que les êtres qui ont de la sentience doivent être pris en compte de manière très, très stricte. Et tu l'as toujours été ou c'est un chemin que tu as fait et du coup, qu'est-ce qui a motivé ce chemin? En fait, moi, je viens d'une famille où mon père est boucher. Et intéressant. Qui a un petit élevage d'ailleurs maintenant. Il vit en Guadeloupe, il a un petit élevage. Et donc, je n'ai pas grandi dans l'idée que les animaux étaient à égalité avec nous. Mais ça m'est venu, ça s'est imposé à moi parce que j'ai grandi avec un chien qui était absolument formidable et que je considérais vraiment comme une personne à part entière, une personne de ma famille, quelqu'un que j'aimais comme un frère, quoi. Et donc, quand il est mort, ça a été un choc et ça m'a permis de faire un chemin vers l'antispécisme. Voilà. D'accord. C'est une belle histoire. Enfin, c'est une triste et belle histoire. Tiffany, quel lien entre antispécisme et écoféminisme et féminisme? Pour moi, c'est une question d'empathie. C'est-à-dire que je suis devenue féministe et j'ai commencé à dire que c'était insupportable que l'empathie s'arrête à la barrière de la forme d'un sexe. J'ai été aussi... évidemment, on est antiraciste et on ne comprend pas pourquoi l'empathie s'arrêterait à la barrière d'une couleur de peau, d'un pays, d'une croyance, que sais-je. Et puis, dans ma vie est arrivée une personne formidable aussi, qui s'appelle Ponto, qui est un grand chien de 13 ans et demi maintenant, mais quand je l'ai rencontré, il avait 1 an, on s'est rencontrés il y a 12 ans à peu près. Il avait été abandonné un jour de départ en vacances, c'était pas du tout prévu, et il a déboulé dans ma vie avec sa perfection. Et donc c'est devenu mon meilleur ami, mon frère, mon fils, mon coloc. Attends, juste pardon, excuse-moi. Est-ce que c'est Tiffany que vous n'entendez pas ou Wilène? Ah, il y a une personne... Parlez plus fort, parce que là, je pense D'accord, qu'il faut se rapprocher un petit peu du... Mais ça ne me dérange jamais de parler fort. Vous n'allez pas être déçus. Et donc j'étais en train de dire que, voilà,
ayant compris que l'empathie ne devait pas s'arrêter à la barrière d'un sexe ou à la barrière d'une couleur de peau ou d'autres trucs comme ça entre personnes humaines, voilà, je rencontre Ponto qui rentre dans ma vie. Et puis, comme toi, hein, comme tu disais, je me mets à l'aimer comme qui il est, c'est-à-dire une personne à part entière avec sa personnalité, son histoire, son tempérament, etc. Et puis, je me rends compte qu'en fait, c'est pas parce que c'est un chien que je l'aime. C'est pas parce que il a telle ou telle couleur sur sa fourrure ou je sais pas quoi. Non, je l'aime parce que c'est lui. Et en fait, si d'un coup on l'avait changé en n'importe quelle autre espèce, en fait, ça n'aurait rien changé à mon amour pour lui. Et en fait, en vrai, j'aurais pu rencontrer ce jour-là une poule. Enfin, je veux dire, en réalité, je me suis mise à dire, mais comment est-ce possible d'aimer si fort cette personne et de manger de manière complètement dingue et aléatoire cette truie, par exemple, que je ne connais pas certes, mais avec qui je pourrais avoir exactement le même lien. Cette génisse, je mets à la féminine exprès parce qu'on n'entend jamais ces mots-là. Voilà, et donc en fait, est arrivée cette réflexion, pourquoi l'empathie s'arrêterait à la barrière d'une espèce. Et ça n'a aucune autre justification que juste parce que les hommes en ont envie. Alors quand je dis hommes, c'est avec un tout petit h, hein, sinon j'aurais dit personnes humaines. Et donc oui, c'est là où c'est très intéressant de faire le lien entre antispécisme et féminisme. Alors, moi j'appelle ça le système du patriarcarnisme. C'est contre ça qu'on lutte. Alors comment vous le définiriez, ce système patriarcarnisme? Alors Willen, tu as commencé en disant on fait la même chose sur le corps des animaux que sur le corps des femmes. Peut-être que tu peux partir de là et puis nous expliquer un peu ce que c'est cette société patriarcarniste. Oui, en fait, la société patriarcarniste, c'est une société... Faut que tu parles beaucoup plus fort, je crois. Beaucoup plus fort, d'accord. C'est une société où, en fait, des hommes décident de vie ou de mort sur les autres êtres qui se sont appropriés, tout simplement. Quand ils décident de tuer un animal pour le manger, quand ils décident de s'approprier une femme, de la violer, de la tuer... c'est des hommes qui ne considèrent pas l'autre comme leur égal, mais vraiment comme des biens appropriables. Ils les ont objectifiés et c'est contre ça qu'on lutte en fait. Et toi, Tiffaine, tu le définirais de la même manière? C'est-à-dire des corps objectifiés au bénéfice du plaisir d'une partie de l'humanité uniquement, quoi. C'est ça en fait. L'idée, c'est qu'on a les hommes, voilà, qui ont décidé que eux existent, eux méritent l'empathie, et le reste du monde, en fait, est là à leur disposition. Et si on regarde les contes et légendes auxquels encore plein de gens croient, que sont les religions, et là, en fait, on retrouve exactement ça. C'est-à-dire que Papa Dieu, alors déjà un père créateur... avec les femmes qui, bref, abusées. Déjà, on a une première arnaque, première comme ça. Et puis donc, papa créateur, il va créer Adam qui s'emmerde, voilà. Et puis donc, hop, on va lui créer des animaux pour le servir déjà, pour qu'il puisse becter, machin, puis qu'il s'emmerde encore plus parce que le gars déjà. En quelques jours, il a le temps de s'emmerder avec l'entièreté de la création. Genre, le mec, il n'a pas d'imagination quand même. Et donc, hop, et on va lui créer, la femme pour lui servir au viol, en fait, et à la reproduction de ses petits gènes. Et donc, on est vraiment là-dedans. Et c'est ça, en fait, la justification. Alors, tu me disais tout à l'heure, avant l'émission, tu me disais, on ne pourra jamais se débarrasser du patriarcat tant qu'on mangera de la viande. Alors, peut-être on peut expliquer quand même cette phrase. Oui, et puis surtout, un peu révolutionnaire. Les mots, je pense, que je préférerais utiliser, c'est on ne pourra jamais abolir le patriarcat tant qu'on n'abolira pas le spécisme et tant qu'on continuera à manger des cadavres, à manger des gens. Parce que déjà, moi, c'est une chose que je fais dans mes spectacles énormément. Je parle à la féminine universelle, nanana, mais donc j'ai une réflexion sur la langue, parce que la langue, elle permet la pensée ou elle l'entrave. Et lorsque on dit « je mange du poulet », en fait, on est en train de dépersonnaliser. Vous ne mangez pas du poulet, vous mangez une poule, ou un poulet, ou un coq, mais en fait, vous mangez une personne, quoi. Vous ne mangez pas du poulet. Et de la même manière, vous ne mangez pas de la viande. Ça n'existe pas, ça. Vous mangez une partie de cadavre d'une personne qui a été assassinée spécialement pour vous et qui voulait vivre. Et donc, et si vous voyez les choses autrement, vous êtes dans le déni, voilà. Et c'est un problème pour la planète, pour tout le monde, et surtout pour les personnes animales. Donc, sortez du déni, ça nous aidera. Et donc voilà. Enfin, après, je comprends que ça puisse prendre du temps, blabla, mais enfin,
On n'a pas le temps, surtout que les personnes, elles veulent vivre là tout de suite. Et en fait, je pense que c'est ça qui est importante, c'est de pouvoir nommer les bonnes choses. Et déjà, si on avait les bons mots, ce serait un peu plus difficile de... Tiens, je vais acheter une partie de cadavre de vache. Déjà, c'est un autre... Bon, il y en a qui le feraient quand même, même qui ça plairait. Mais... Et puis, du coup, pour revenir à ta question... Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas circonscrire la violence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire la violence, c'est OK dans un abattoir, c'est OK dans un élevage, c'est OK vis-à-vis de telle ou telle personne, de telle et telle espèce. Et puis, on va l'abolir pour les personnes humaines. Ça ne marche pas en fait. Si vous tolérez la violence à un endroit, vous êtes en train de dire aux hommes, vous pouvez commettre des violences contre autrui, et donc ils vont en commettre aussi contre des femmes et des enfants. Alors, ce que Brigitte exposait tout à l'heure, mais c'était hors antenne, c'est le fait que quand un abattoir s'installe dans... Mais tu le disais aussi, quand un abattoir s'installe dans un endroit, la violence autour de cet abattoir, quelle que soit la violence, alors les violences conjugales, mais quelles que soient les violences, augmente aussi. Et c'est une étude qui ressort des États-Unis. Et est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer les ressorts de ça? Tu veux... Tout simplement, un abattoir, c'est un lieu de très très haute violence. Donc forcément, l'impact que ça va avoir sur les travailleurs qui travaillent dans cet endroit de mort, de sang, etc., de haute violence, va rejaillir partout autour, en fait. Et il y avait ce film, un assez bon film qui s'appelait Entraide du personnel, justement sur les travailleurs des abattoirs, qui montrait à quel point c'était traumatisant, que pendant des semaines, des mois, ils faisaient des cauchemars après avoir commencé leur emploi, qu'ils n'avaient pas le choix souvent, que c'était des zones sans autre emploi et que... Voilà, ça... Parce qu'on n'a pas trop parlé des conditions d'emploi dans les abattoirs, mais c'est quand même un sujet. C'est-à-dire que des personnes qui sont en permanence confrontées au fait de donner la mort, même s'ils sont très spécistes, c'est quand même un sujet. C'est-à-dire que c'est pas si simple que ça de faire ça tout au long de la journée, 8 heures par jour, de revenir le lendemain matin et de rester totalement indifférent à cela dans les cris, les odeurs. Voilà. Et puis c'est pareil, je pense que c'est mieux, parce que donner la mort, on a l'impression que c'est un cadeau. Je te donne, je l'offre. Non, infliger, en fait, assassiner. Ça, on a vraiment besoin de ces mots-là pour comprendre de quoi on parle, en fait. Et oui, c'est logique. C'est-à-dire que ces employés d'abattoirs qui sont en majorité des hommes, donc pour ces personnes-là, c'est extraordinairement traumatisant. Et puis, ça va au fur et à mesure, déjà que dans cette société, tout est fait pour que les hommes soient anesthésiés à la violence d'autrui, mais là, ça va monter l'anesthésie à un niveau énorme, puisque pour tolérer de faire subir de telles tortures et de tels meurtres en masse, il faut bien arriver à se dire... hop, je me disjoncte, en fait, ça s'appelle la dissociation traumatique, et donc je suis anesthésiée à la violence. Et donc mon niveau de seuil de tolérance pour la violence que j'inflige, il va être gigantesque. Et donc, à chaque fois qu'il y a un abattoir qui ouvre dans une région, on a une recrudescence de toutes les violences, en particulier de la violence masculine, donc contre les femmes, les filles et les garçons. Alors, il y a eu des commentaires en disant mais ma grand-mère, mes grand-mères tuaient des poules, des canards, des lapins et n'ont jamais frappé un humain. Donc, je trouve que c'est quand même un joli sophisme de la part de Tiphaine. Mais c'était des femmes, ça doit jouer. Non, et puis surtout, moi, ce qui me frappe vraiment pour le coup, puisque ma grand-mère faisait la même chose, et c'est que manger une poule, manger un canard, manger un lapin, ça prenait beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des heures de travail derrière. Fallait plumer, fallait les élever, puis après, fallait le plumer, fallait les chauder, etc. Et là, pour enlever les plumes et les poils. Et là, on achète une barquette dans un supermarché. C'est quand même pas du tout le même rapport à la mort des animaux que l'on mange, au corps de ces animaux, etc. Et en effet, quand il fallait tuer la poule, le lapin dans les fermes avant, c'était déjà on le faisait avec parcimonie, on ne tuait que ce qui était nécessaire. Là, combien de quantités de viande sont mises à la poubelle sorties des supermarchés. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une forme de gaspillage généralisé. Il n'y a plus du tout ce rapport-là. Moi, je voudrais que vous parliez aussi des questions des violences. J'aimerais bien répondre du coup à cette question-là, parce que je pense que c'est extrêmement important pour comprendre le féminisme. Toutes les personnes qui subissent des violences ne deviennent pas des agresseurs. D'accord ? En énorme majorité... Alors déjà, il y a des agresseurs qui n'en ont pas particulièrement subi, déjà. Et puis surtout, ça n'excuse rien, parce qu'en vrai, si à chaque fois qu'on subit des violences, donc on est traumatisé dans un abattoir par exemple, on devenait une agresseuse ou un agresseur,
en fait, les femmes qui, quand elles sont petites filles, sont quand même une grosse partie à subir des violences sexuelles, on deviendrait massivement des violeuses. Or, ce n'est pas ça qui se passe. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en patriarcat, les hommes vont être encouragés, mais ce qui ne les dédouane pas, ce qui ne les excuse absolument pas, parce qu'on prend toujours la décision de couper son empathie. Donc en fait, tous les hommes ont la possibilité de ne pas être des agresseurs. Donc ça ne les excuse pas. Mais ça explique pourquoi eux se le permettent et pas les femmes. C'est-à-dire que le patriarcat va encourager les hommes à retourner la violence contre autrui, alors que le patriarcat va encourager les femmes à retourner la violence contre elles-mêmes ou contre d'autres opprimés, donc des enfants par exemple. Mais donc c'est pour ça en fait que la grand-mère, elle tape pas les gens. C'est tout. Peut-être qu'on peut parler un peu de la question des femelles dans les élevages. Oui. Et parce que ça, c'est vraiment... la face cachée qu'on ne voit pas complètement. On l'a abordé un peu avec les veaux tout à l'heure et le lait. Mais qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ces femelles dans les élevages et qu'est-ce qu'elles subissent en fait ? Les femelles, elles subissent vraiment les pires horreurs qu'on peut imaginer, quoi. C'est par elles que vont naître tous les animaux qu'on va exploiter et tuer. Elles sont souvent complètement empêchées de bouger pour qu'elles puissent mieux grossir, mieux être enceintes, etc. Et elles vont finir leur vie misérablement dans un abattoir après qu'elles soient devenues beaucoup moins fécondes, etc. C'est vraiment l'horreur. Et on nie complètement leur individualité, encore une fois. On nie le fait qu'elles puissent prendre du plaisir ou pas. Elles vont être juste définies par leur fonction, en fait. Et leur fonction reproductrice. Leur fonction reproductrice. Et ça, c'est quand même un des parallèles avec les femmes. C'est que pendant très longtemps, les femmes ont été reconnues uniquement à l'aune de leur fonction reproductrice. Et là, il y a énormément de femelles dans les élevages, et particulièrement les élevages intensifs, qui ne servent qu'à ça. C'est-à-dire qu'on n'utilise que leur utérus et les fonctions associées à cet utérus, c'est-à-dire le fait de faire du lait, de produire du lait, de produire des petits à la chaîne, etc. Et ça, c'est quand même un des sujets de parallélisme entre le féminisme et l'antispécisme. Tiffaine. Effectivement. C'est-à-dire qu'il n'y a encore pas si longtemps, on avait ce que les hommes appelaient des mères de lait. C'est-à-dire que c'est des nourrices qui, en fait, étaient exploitées, étaient maltraitées de la manière suivante. C'est que c'était des femmes très pauvres. Et donc, elles allaient allaiter les enfants de nobles. Alors attention, je ne dis pas de femmes nobles, parce que sinon, je sens qu'il y en a qui vont se dire « Ah, les méchantes bourgeoises !» Non, ce n'était pas comme ça, en fait. C'est toujours un type qui est à la base de la division entre opprimés. Donc voilà, on se souvient de ça. Et donc, ces femmes-là avaient d'abord des pathologies, des cancers du sein, etc. Donc des espérances de vie beaucoup plus courtes. Elles avaient des douleurs hallucinantes, parce qu'en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que les vaches telles qu'on les imagine, déjà, on raconte aux enfants que les vaches sont là pour ça. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, quand je dis aux enfants, l'histoire de manger du lait, comment ça se passe et tout, les enfants me disent, mais on a besoin de lui prendre son lait, sinon elle éclate. Non. Non, mais déjà. Oui, mais ça, c'est très Mais courant, non, mais c'est parce qu'on raconte ça oui. aux enfants. C'est-à-dire qu'on dit, mais non, mais la vache qui rit. Genre, elle rit, la vache, elle est contente que tu lui prennes son lait, mais pas du tout. Ni elle, ni son petit, que d'abord, elle a pleuré. J'ai été confinée dans un des confinements à la campagne. C'était atroce parce qu'il y avait un troupeau autour. Moi, je dis pas le mot élevage parce qu'en fait, personne n'est élevé dans l'histoire, à part le compte en banque de gros multimilliardaires dégueulasses qui sont 4 ennemis et qui sont tous des hommes blancs. Voilà, mais sinon, personne n'est élevé. Alors, le fait de s'élever, je veux dire, non, là, c'est pas de l'éducation, c'est rien, c'est des camps de la mort. Enfin, je veux dire, on est vraiment là-dedans. Et donc, j'ai entendu les vaches qui pleuraient, en fait, pendant 2 semaines. Elles ont pleuré pendant 2 semaines. C'était affreux. Et c'était un son qu'on n'entendait pas, en fait, par ailleurs, sinon. Je veux dire, c'est d'une violence inouïe. Et puis, ces mamelles qu'on voit, en fait, c'est une pathologie due aux violences qu'on commet contre elles en leur volant la nourriture de leur bébé encore et encore et encore. Parce que normalement, vous avez déjà vu une chienne après qu'elle ait eu des portées. On voit un peu plus les mamelons des fois, mais jamais vous voyez une chienne avec des énormes mamelles. Mais c'est parce qu'on lui a foutu la paix derrière. Et en fait, les vaches, elles sont pas censées avoir des excroissances comme ça ultra douloureuses. Pas du tout. Donc, c'est vraiment des choses juste qu'on a oubliées, en fait. Et donc, ça c'est super important. Et puis aussi,
dans le traitement des femelles, il y a aussi cette histoire de mots. Encore une fois, j'aime bien revenir là-dessus. C'est-à-dire qu'on va à la fois se servir des personnes animales pour insulter les femmes, et parfois même inversement d'ailleurs, on va féminiser les personnes animales voilà, dans d'autres expressions. Mais voilà, un marqueur de ça hyper fort, c'est qu'en patriarcat, il y a quand même plein de noms de femelles qu'on ne peut plus dire parce que les hommes ont réussi à pornifier jusqu'au nom de nos sœurs animales. C'est-à-dire que moi, je vis avec un chien et 2 chiennes. Quand je sais pas, il y a voilà, des mecs que je connais pas, enfin bref, qui me demandent femelle ou mâle, machin. Enfin, je vais jamais leur dire le mot chienne parce que je sais que sinon, on s'expose. Ils nous font subir parfois du harcèlement, etc. Enfin, c'est-à-dire que le mot chienne, le mot chatte, on peut plus le dire. Le mot vache aussi, grosse vache. Le mot guenon, grosse vache. En fait, on a plein de choses comme ça. Les poules du poulailler. En fait, cette façon qu'on va avoir d'animaliser les femmes parce que les personnes animales sont vues comme inférieures. Et donc, nous, on ne peut plus dire certains mots, carrément. Donc, elles sont invisibilisées. En fait, d'ailleurs, même l'insulte « bitch », j'ai mis vachement de temps à comprendre, ça voulait dire « chienne ». En fait, il n'y a pas « dog » tout seul en anglais. Il y a « dog » et « bitch », et ça ne devrait pas être une insulte, en fait. Et là, maintenant, mais à part chez le veto, parce que là, ça nous intéresse un petit peu si elle a une pathologie. Mais de même que cochonne, voilà. Etc. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les femelles animales, tous les noms de femelles animales ont été utilisés pour décrédibiliser les femmes humaines, ce qui est quand même incroyable. C'est-à-dire, j'avais jamais réalisé ça. Merci, Tiffaine, de me faire réaliser ça. C'est-à-dire que cochonne, chienne, les poules, les vaches, les grosses vaches, etc. Enfin, tout ça, en fait, ne sont que des insultes. C'est-à-dire qu'entre femelles, insultons-nous, allons-y, enfin, faisons-nous insulter par ceux qui utilisent ces mots. On peut le faire aussi avec les mâles, simplement le mot va pas devenir interdit. C'est-à-dire que typiquement le hashtag balance ton porc, nous en tant que féministes antispécistes, on disait balance ton agresseur, parce que c'est quand même insulter le porc que de le comparer à DSK. Le porc n'a rien demandé. Et précisément, les porcs, comme n'importe quelle personne animale, n'ont pas le sadisme. Où là, c'était la question de ça, en fait, avec cette affaire de viol contre Nafissatou Diallo. On était là-dedans. Et donc oui, on a vraiment, en fait, cette question-là d'utiliser les animaux pour insulter les personnes, si ce n'est qu'on peut encore dire porc sans avoir des regards lubriques. Oui, c'est ça. C'est qu'à chaque fois, c'est renvoyé à quelque chose de lubrique. Mylène, tu peux peut-être compléter ça ? En fait, moi, j'avais aussi une réflexion par rapport à l'écologie et à la consommation de viande. Il faut bien comprendre que donc, en consommant de la viande, on participe à la dégradation du climat, etc. Et que vu que ça touche en premier les personnes les plus précarisées et que les personnes les plus précarisées sont avant tout des femmes, c'est un impact direct sur la vie des femmes. Ça, c'est aussi quelque chose dont il faut tenir compte, quoi. Moi, je vous conseille, peut-être parce qu'on va s'arrêter là, l'émission, c'est court mais intense. Il y a des choses que vous voudriez dire et que vous n'avez pas encore dites. Allez-y. Oui, c'était juste, je voudrais répondre au monsieur du début. J'ai oublié son nom. Ça m'arrive. Juste quand il disait, ouais, il faut continuer l'élevage parce que sinon, il n'y aura plus trop assez de mammifères. Mais en fait... quelle arnaque absolue de se dire ouais, on va continuer à les torturer, les assassiner pour leur faire plaisir. Mais en fait, ces personnes-là, elles ont envie elles-mêmes de pouvoir vivre ou que leurs enfants, leurs amis vivent. Mais en fait, elles se disent pas j'ai envie que mon espèce existe encore. C'est fou complètement de ça. Je veux dire, c'est surréaliste. Et donc d'arriver à ce niveau de mindfuck, de se dire c'est pour leur rendre service qu'on les assassine. Voilà, et puis alors, juste un dernier vraiment comparatif, parce que c'est important, entre la violence commise contre les personnes animales et la violence commise contre les femmes. C'est ce truc de ces éleveurs, donc ces exploiteurs là, qui disent « j'aime mes animaux », exactement comme le conjoint violent dit « je l'ai tué par amour ». Quand on aime, on ne tue pas, là, c'est... Non. Complètement d'accord. Okay. Moi, j'aimerais rajouter qu'il ne faut jamais oublier que ce sont des êtres à part entière, en fait. Quand on est en train de manger un animal, on mange un être qui avait des sentiments, qui avait envie de vivre. Et ce n'est pas du tout anodin. Ce n'est pas juste histoire d'arrêter l'élevage intensif ou pas. Il s'agit d'animaux qui ont leur vie intérieure propre, qui ont leurs amis, qui ont... du plaisir, qui ont des souffrances, etc. Et voilà, c'est vraiment tenir compte du fait
sont des individus, quoi. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à regarder quand même l'évolution du statut des animaux dans nos sociétés depuis le Moyen-Âge, hein, puisque au Moyen-Âge, par exemple, je vous le disais tout à l'heure, mais les animaux étaient des sujets de droit et les truies, par exemple, quand il y avait des procès, on demandait à ce que les autres truies du village viennent écouter la sentence, histoire de dire que ce spécisme est quelque chose qui est né à la révolution industrielle et où on a rationalisé le monde et les animaux ont été considérés comme des objets et le Code civil dit même des meubles par destination, c'est-à-dire qu'on leur a ôté toute forme de sensibilité, de préscience, etc. Donc en fait c'est une construction sociale, hein, puisque ça n'a pas toujours été le cas. Et je voudrais aussi vous inviter peut-être en conclusion de ce Twitch à écouter le podcast Kif Taras sur l'écoféminisme, où il est question de cette nourriture, et notamment aussi de la nourriture qu'on fournit et à laquelle on donne facilement accès dans les quartiers les plus populaires et où les taux de pauvreté sont les plus importants et donc les taux de racisés aussi sont plus importants, et où en fait on donne des abats, des restes de nourriture, notamment ça s'appelle le kebab, c'est empilé sous forme de pyramide, ça peut faire penser à la pyramide d'Égypte, mais à la fin ce ne sont que des espèces de ce qu'on ne mange pas dans les parties dites nobles. Et en fait, il y a aussi une dimension vraiment d'une forme de racisme environnemental dans l'accès à la nourriture et de qui mange quoi, où et comment. Et donc, je vous invite à écouter cet épisode de Kif Taras qui est assez génial, j'ai trouvé, en tous les cas, en l'écoutant avec... vous le trouvez sur Spotify, je crois, et sur toutes les plateformes de podcast. Oui, j'ai bien dit. Je vous remercie beaucoup pour cette émission Twitch. Alors évidemment, on a effleuré énormément de sujets. Donc, on vous a donné toute une liste de livres à lire si vous avez envie de compléter et d'approfondir. Mais c'est vraiment... parfois, il y a des propos, j'ai vu dans le chat, qui vous semblaient provocants. Peut-être qu'ils vous semblent provocants. Peut-être aussi qu'ils vont susciter chez vous une réflexion. C'est du moins l'objet qui était le centre de cette émission-là. Et évidemment, l'idée est que l'écologie, c'est aussi un changement de nos pratiques, y compris de nos pratiques alimentaires. Et derrière le changement de ces pratiques alimentaires, on préserve à la fois le climat, mais aussi les animaux et les êtres vivants d'une manière générale. Et tout cela sans abîmer les humains, puisqu'il y a toujours moyen de trouver une solution pour elles et eux. Merci beaucoup. Merci, Et Red. Alors, il faut que je vous dise d'abord qu'il faut aller sur un raid de Ultia, qui est une streameuse et qui a un engagement pour l'écologie et la condition animale. Visiblement, il faut que vous fassiez ce raid. On compte sur vous.